Bonjour Pierre, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans ton bureau de vice-président du Sénat. Tu es sénateur communiste des Hauts-de-Seine, tu es membre de la commission culture et éducation. C'est important vu les sujets que l'on va aborder. Première question, tu as une nouvelle ministre, enfin il y a une nouvelle ministre de l'Éducation nationale, des Jeux olympiques, du Paralympique, de la jeunesse, etc., et des sports, qui s'appelle Amélie Oudéa-Castéra, qui a fait une entrée en matière assez remarquée, avec une polémique, s'il en est, autour de la scolarisation de ses enfants au lycée, enfin dans l'établissement scolaire privé catholique Stanislas. Comment toi tu te situes par rapport à cette polémique? Est-ce que tu demandes, comme d'autres élus de gauche, la démission d'Amélie Oudéa-Castéra, qui, je le rappelle, a menti a priori, selon les informations de Libération, quant aux raisons pour lesquelles elle a placé son enfant elle a retiré son enfant de l'école publique et elle l'a mis chez Stanislas. Alors moi je suis très content de l'intervention de cette ministre parce qu'au moins ça permet une clarification très claire et ça permet de comprendre que le gouvernement de Macron, depuis son élection, met en œuvre une politique de casse du service public au profit d'une vision très libérale et anglo-saxonne de l'éducation, en considérant que finalement c'est un marché comme un autre et qu'il doit y avoir une forme de concurrence entre tous les établissements. La ministre, elle dit ça. Alors, il y a bien évidemment le mensonge qu'elle devra expliquer en conscience aux parlementaires. Demain, enfin aujourd'hui, il y a les questions d'actualité à l'Assemblée, demain au Sénat, il faudra qu'elle s'explique pourquoi elle a menti de façon aussi hontée, alors que en plus l'établissement public dans lequel elle avait mis son enfance, c'est quand même pas celui de Gennevilliers ou de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Hein. On est dans le 6e arrondissement, c'est quand même pas des établissements compliqués. Sociale. Déjà. Mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans son propos, c'est qu'elle dit les choses de façon très crue. Alors, il faut bien décrypter son discours. Elle dit « Je voulais que mes enfants soient avec leurs amis ». Et on comprend bien que l'objectif politique, quand elle met ces enfants-là, c'est l'entre-soi. L'entre-soi, le réflexe de caste, voire le réflexe de classe. Et ça, je pense que c'était très important de l'entendre dans les premiers mots d'une ministre de l'Éducation nationale. Souvenez-vous, Pape Ndiaye, à qui on avait fait des procès parce que lui aussi avait mis ses enfants dans le privé, quand il aborde son ministère, il vient dire ici au Sénat que le problème de la mixité sociale est un problème fondamental et qu'il faut le résoudre. C'est sans doute ce qui lui a coûté son poste de ministre. Macron n'a pas voulu entendre ce discours. Là, la ministre, elle nous dit résolument l'inverse. Elle considère qu'il doit y avoir deux systèmes qui sont mis en concurrence. Je trouve que c'est une très bonne chose, ça permet une clarification politique. Mais du coup, est-ce que tu demandes sa démission? Je ne vois pas comment une ministre de l'Éducation nationale, avec un pareil propos néolibéral en faveur du privé, pourrait continuer à gérer l'éducation nationale. Il y a une forme d'injure pour les enseignants, de mépris, et c'est comme ça qu'ils l'ont reçu. Hein. Moi, je pense à eux aujourd'hui, et notamment ceux qui sont dans les établissements classés en REP ou en REP+, qui font un travail prodigieux pour donner les mêmes qualités d'enseignement à tous les enfants, et qui se font entendre dire que finalement, ils travaillent dans des établissements pourris, parce que c'est ce que la ministre a dit quand même. Je trouve ça terrifiant, et je vois pas comment elle peut continuer à gérer ce ministère. Tu as parlé du projet politique pour globalement les services publics de l'équipe au pouvoir, mais si on prend le projet politique de la gauche, est-ce que ce serait pas, là c'est en train de se passer autour d'Amélie Oudéa-Castéra, l'occasion de réactiver un combat qu'on avait un peu oublié, mais pourtant qui avait été le nôtre au début des années 80, avec notamment le projet de loi Savary sur l'interdiction de l'école libre, l'interdiction de l'école privée. Je rappelle que
l'établissement Stanislas, comme beaucoup d'établissements privés, bénéficie de deniers publics pour fonctionner. À 73%, ils fonctionnent avec de l'argent public, les établissements privés, alors même que la façon dont ils remplissent leur mission d'éducation est parfois très fortement remise en question. Par exemple, l'établissement Stanislas est pointé du doigt par un rapport pour des pratiques qui sont pas tout à fait, et des enseignements qui sont pas tout à fait républicains. Est-ce que ce combat de retirer l'argent public des écoles privées, d'après toi, il pourrait être réactivé dans le moment? Le combat pour l'école laïque et l'école publique, c'est un combat fondamentalement républicain. C'est le fondement du contrat social passé entre la République et les citoyens qui garantissent à tout le monde une égalité de droit d'accès au savoir et d'accès à l'émancipation par le savoir. C'est un combat fondamental, structurant de la gauche depuis Condorcet 1793. Donc il faut revenir absolument sur ce terrain en réinvestissant massivement dans l'école publique. C'est la seule façon de faire revenir les élèves du privé vers les publics. Par ailleurs, aujourd'hui, dans le privé, il y a une extrême diversité de pratiques. Quand on prend les territoires de l'Est, par exemple la Bretagne, public et privé scolarisent quasiment les mêmes publics. Les indices de positionnement sociaux, les fameux IPS, sont à peu près équivalents qu'on soit dans le privé ou dans le public. En revanche, dans les métropoles, et notamment à Paris, il y a des établissements privés qui sont des entreprises et qui ont décidé de choisir leur public, de refuser les handicapés, parce qu'ils scolarisent très très peu les handicapés, de ne pas enseigner la laïcité, de ne pas célébrer les moments d'hommage à Samuel Paty, de ne pas faire la vaccination contre le papillomavirus, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement libérés des contraintes du service public. Et il est tout à fait anormal qu'ils continuent à toucher de l'argent public. Donc moi, j'ai déposé ici, avec plusieurs sénateurs de gauche, une proposition de loi qui permettrait aux collectivités, communes, départements, régions, de pouvoir moduler ce qu'on verse aux établissements privés en fonction de critères sociaux. Après, est-ce qu'il faut interdire complètement l'enseignement sous contrat, c'est-à-dire faire que toutes les écoles privées deviennent des écoles privées hors contrat? Il y a un risque. Parce que quand les établissements privés sont hors contrat, il n'y a plus moyen de contrôle de l'État. Et le problème du hors-contrat, on le voit bien, pour un certain nombre d'établissements très religieux, alors qu'ils soient catholiques, musulmans ou juifs, qu'importe, il y a dans ces établissements aujourd'hui des pratiques pédagogiques qui sont totalement inadmissibles et que l'État a du mal à contrôler parce que le hors-contrat est très difficile à contrôler. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. Est-ce que l'État se donne encore les moyens de contrôler l'éducation ou est-ce qu'il laisse tout un pan? Aujourd'hui, les élèves, c'est 17% dans le privé. Est-ce qu'il laisse tout un pan de la société, 17% des élèves, dans des établissements hors contrat sur lesquels il ne peut plus peser? Là, il y a un vrai débat. Moi, je suis plutôt partisan d'un contrôle de l'État, parce que je pense que c'est dans la mission de l'État de s'assurer que chaque élève, chaque enfant a le droit à l'éducation. Je trouve ça fondamental. Il y a un troisième choix, c'est l'interdiction des écoles privées. Oui, mais alors là... et réinstaurer un monopole de l'État sur l'éducation nationale. Il faut changer la Constitution. Voilà, ça c'est lourd. C'est lourd. Il y a quand même pas mal de tes camarades du côté de la droite qui proposent de changer la Constitution pour faire des référendums sur l'immigration. Bien sûr. Alors, on peut lancer un référendum constitutionnel sur ce sujet-là. Je suis pas sûr que l'opinion française, elle soit aujourd'hui capable de voter pour l'interdiction du privé. La dernière fois, ça nous a coûté quand même l'union de la gauche. Par exemple. En partie. Exemple. Dernière question sur l'éducation nationale. Le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, a été un éphémère ministre de l'Éducation nationale. Comment est-ce que tu juges son passage, si tant est que tu puisses le juger, parce qu'il y en a qui disent 6 mois, c'est trop rapide. Mais comment est-ce que tu juges son passage au ministère de l'Éducation nationale? Très simplement. Il a dit aux parents d'élèves, et ici aux sénateurs des Républicains, ce qu'ils voulaient entendre. C'est tout.
Donc il a fait de la communication en satisfaisant les attentes des parents et il a dit deux choses, c'est que le problème de l'éducation c'est un problème d'autorité, un problème de pédagogie. C'est-à-dire qu'il a masqué complètement le problème social. Celui de la mixité sociale, il l'a pas vu. Ce que Pape Ndiaye avait fait, lui. Pape Ndiaye avait parfaitement identifié le problème social. Quand Attal est arrivé, il l'a complètement mis de côté. Il s'est rabiboché avec l'enseignement privé. On a bien compris, comme Blanquer d'ailleurs, qu'on ne parlerait jamais de l'école privée, ce qui a été le problème. Voilà. Donc la ministre a continué d'ailleurs sur cette lancée, et c'est là sa méprise, c'est qu'elle est sans doute moins politique que son prédécesseur, et elle n'a pas compris quelle faute elle commettait. Deuxième question, puisque tu es membre de la commission culture et diversité, il y a aussi une nouvelle ministre de la culture en la personne de Rachida Dati. Donc on a beaucoup parlé de Rachida Dati, une prise quand même importante du gouvernement macroniste chez les Républicains. Mais au fond, si on se place du point de vue de la culture, du secteur culturel, qu'est-ce que ça veut dire, cette nomination ? Je pense qu'elle est profondément méprisante pour le monde de la culture, parce que Rachida Dati a dit clairement qu'elle devenait ministre pour prendre la mairie de Paris. Voilà. Et que ce qu'elle cherche en devenant ministre de la Culture, c'est un strapontin. Elle a dit qu'elle resterait maire du 7e, d'ailleurs, arrondissement de Paris. Non, mais c'est absolument clair. C'est absolument clair. Elle devient ministre de la Culture pour lancer sa campagne contre Anne Hidalgo. Voilà. Les choses sont affichées. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de s'occuper de la culture. Je regrette beaucoup Rima Abdul Malak, parce que c'était une ministre qui avait beaucoup de convictions par rapport à la culture, et notamment des convictions que je partageais, et je le dis de façon très, très objective. Rima Abdul Malak considérait que la culture, c'était un outil de rapprochement entre les peuples. Elle est de culture libanaise, elle a connu Beyrouth, le Liban, et elle a très bien compris à quoi pouvait servir la culture. Et d'autre part, elle était persuadée que la culture, c'est un outil d'émancipation humaine. Voilà. J'ai pas entendu de discours du tout chez Rachida Dati. Alors qu'elle ne connaisse rien du tout de la culture, c'est pas un problème. J'en fais pas le grief. Je pense que les ministres doivent porter des positions politiques et ne pas être absolument spécialistes du domaine qu'on leur confie. Mais là, en l'occurrence, ces premières déclarations, elles sont d'une platitude totale. Je ne vois pas où est la portée politique de sa nomination. Dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est l'entrée au Panthéon de Manouchian, donc tu vas peut-être nous présenter d'abord Manouchian, et ensuite je problématiserai cette entrée au Panthéon. En deux mots, parce que c'est une vie absolument incroyable. Donc Manouchian est un enfant du génocide arménien. Ses parents ont été tués par les Turcs au moment du génocide de 1915. Il arrive avec son frère à Marseille. Ils vivent de petits boulots. Ensuite, ils montent tous les deux sur la capitale. Manouchian travaille dans des usines de l'automobile, Citroën, etc. Son frère meurt très, très rapidement. Et Manouchian, dès le départ, a une volonté d'écrire. C'est un poète, on ne le dit pas assez souvent. Il prend des cours du soir à la Sorbonne, il prend aussi des cours de dessin, il travaille beaucoup dans les milieux culturels, et très rapidement il adhère au Parti communiste, et il s'engage de façon très forte aussi, on le sait pas assez, dans les partis qui soutiennent la cause arménienne. Plutôt proche de la mouvance communiste. Il faut le dire aussi, c'est quelqu'un qui demande par deux fois la nationalité française. Donc c'est quelqu'un qui souhaite ardemment être français. Il a vis-à-vis de la France une forme de révérence absolue par rapport à sa culture. C'est quelqu'un qui a traduit Victor Hugo en arménien, et qui conçoit la France comme la porteuse des Lumières. Le pays de la déclaration des droits de l'homme est celle qui a accueilli tous les Arméniens. Donc il s'engage comme volontaire dans l'armée française, alors qu'il est apatride,
puisque la Turquie lui a enlevé sa nationalité, et ensuite, je suis un petit peu rapide, il s'engage dans la résistance, où il devient en 1943 le responsable des FTP MOI, main-d'œuvre immigrée, qui étaient les détachements principalement composés d'étrangers qui luttaient dans la lutte armée avec les FTP. Il y avait là beaucoup de juifs, une très grande majorité de juifs, mais aussi des Italiens, des Espagnols ayant fui le fascisme, et puis des gens qui arrivaient de partout de l'Europe. Donc, dans l'engagement de Manouchian, il y a quelque chose de fondamental, et je crois que ça doit inspirer notre époque. Il y a à la fois un nationalisme français ardent, ce qui meurt pour la France, et dans sa dernière lettre, il le dit, mais aussi une dimension très internationaliste, qui montre qu'à cette époque-là, on peut faire la fusion entre l'internationalisme, combattre le fascisme partout où il est, combattre aussi pour l'avènement d'une société meilleure. Il croit, à cette époque-là, en la réussite de l'URSS et du modèle, qui est un modèle stalinien à l'époque, mais il y a une vision très internationaliste. Et je pense que c'est ça qui est tout à fait intéressant. Alors, dans l'hommage qu'il lui a rendu, moi je retiens une chose qui est fondamentale, c'est que c'est un étranger qui est mort pour la France. Voilà. Et que le président de la République, il faut lui rendre de façon objective cet hommage, rend hommage aussi à tous les étrangers morts pour la France. Et d'ailleurs, dans le caveau qui va accueillir Manouchian, là, juste en face du Panthéon, il y aura une plaque qui rappellera le nom des 23 compagnons qui l'ont accompagné, dont Joseph Epstein, qui était son supérieur militaire et qui est tombé avec lui à la gare du Petit-Évry. Mais alors, justement, donc Manouchian, tu l'as très bien dit, est un résistant, est un communiste, est un Arménien, est un immigré. Pourquoi, d'après toi, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a choisi, lui, de le panthéoniser ? Je pense qu'il faut comprendre ça comme la suite de ce que Macron avait fait pour Joséphine Baker. Joséphine Baker, même chose, étrangère, de nationalité américaine, qui s'était aussi engagée dans la résistance et qui représentait le combat de l'émancipation féminine. Et ce qui a intéressé Macron dans la figure de Manouchian, je pense que c'est ça aussi. Donc quelqu'un qui arrive à sublimer quelque chose de fondamental, c'est que la France, elle est meilleure quand elle est plus grande qu'elle-même, quand elle porte des projets qui sont des projets universalistes. Je pense qu'il y a ça dans la pensée de Macron, et c'est quelque chose qui me va très bien. Mais il y a quand même un petit problème, oui. C'est la politique menée par Emmanuel Macron, notamment à l'égard aujourd'hui des étrangers présents sur le territoire français, et notamment la dernière loi immigration que les députés et les sénateurs de la majorité présidentielle ont validé. Bien sûr. Et c'est tout le problème du en même temps macronien, qui est insupportable. Insupportable quand il est aussi extrême. C'est-à-dire, la même année, voter une loi qui reprend le thème de la préférence nationale développée par le Front National depuis Le Pen père, et panthéoniser Manouchian, il y a quelque chose qui est complètement inconcevable. Et moi j'aurais envie de demander au président de la République, aujourd'hui, si un Manouchian arrivait à Marseille, comment il sera accueilli ? Comment il sera accueilli ? Je pense qu'il serait amené dans un dépôt et il subirait une obligation de quitter le territoire. Voilà. Mais est-ce que finalement, ce que fait Emmanuel Macron en panthéonisant Manouchian, c'est il promeut un symbole de la France universelle, accueillante, etc. Et en vérité, la réalité de sa politique, elle est profondément xénophobe. Bien sûr, mais c'est tout le problème de la communication. C'est-à-dire qu'on finit par perdre complètement la visibilité politique de ces actes. Alors pas sur la loi immigration, c'est très clair, mais sur la panthéonisation. Et ce qui fait que quelqu'un comme moi se sent
en difficulté pour participer à cet hommage national, sachant que derrière, il y a une politique qui va rigoureusement à l'encontre de ce que Manouchian représente. Ouais. Et ça, c'est un problème politique. Et du coup, toi, le communiste, comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Est-ce que tu vas valider son symbole? En fait, quelle dynamique en fait, tu peux essayer de mettre en place pour ne pas précisément que Emmanuel Macron nous vole, entre très gros guillemets, le symbole Manouchian pour faire passer un vernis sympathique sur la politique ignoble. Alors, d'abord, ce que j'aurais souhaité, c'est que le précédent président de la République, François Hollande, quand il a panthéonisé 4 résistants, n'ait pas oublié la résistance communiste. Je pense que Manouchian aurait pu accompagner les 4 qui sont aujourd'hui au Panthéon. Là, il y a une faute politique. Alors que ce soit Macron qui répare ça, bon, c'est assez curieux et surprenant. Moi, ce que je veux retenir de tout ça, c'est l'hommage rendu par la nation à un étranger mort pour la France. Voilà. Et ça, je pense que c'est fondamental et que là-dessus, il faut construire. Il y aura une cérémonie nationale, j'y participerai, sans aucun état d'âme, parce qu'il s'agit de faire rentrer au Panthéon ce qu'a été la résistance des étrangers, ça ne me pose aucun problème. À côté de ça, je crois qu'il faut que nous organisions de façon très générale des grandes manifestations populaires, partout où on peut le faire, pour rappeler ce qu'était Manouchian et ce qu'a été cette résistance des étrangers, et le faire sur nos propres valeurs politiques, qui sont pas tout à fait celle que partage Macron. Donc on peut avoir 2 événements, un événement national légitime et à côté un événement politique qui permettent de rassembler plus largement le camp de la gauche et bien au-delà de la gauche. Hein, parce que Manouchian parle aussi à tous les républicains, de gauche et de droite. Hein. Et je suis très surpris de voir ici, au Sénat, qui n'est pas franchement de gauche, que sur la panthéonisation de Manouchian, il n'y a aucune discussion. Tout le monde considère ça comme parfaitement légitime, parce que c'est un moment très particulier de notre histoire de France, où on se retrouve pour combattre quelque chose qui est abominable et qui est en train de ressurgir, c'est-à-dire le fascisme. Merci beaucoup, Je t'en prie, Pablo. Pierre. Je le rappelle, la panthéonisation de Manouchian aura lieu le 21 février prochain, soit 80 ans tout pile Exactement. après son exécution. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Pablo.